Oye, nous sommes lundi. Bienvenue dans le Grand Talk. C'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir que nous sommes des vôtres. Après, on espère un bon week-end. Et d'ailleurs, je vais m'enquérir de ce week-end-là chez M. Élisée Bolougbe. Comment vous l'avez passé? Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Un peu comme la plupart des Ivoiriens, on était dans un week-end pluvieux. En tout cas, la plupart des Abidjanais. Voilà. C'est vrai que j'étais hors d'Abidjan depuis le mercredi. Je suis rentré le samedi, mais je suis rentré sur la pluie. Je suis parti sous la pluie, je suis rentré sous la pluie. Voilà. Mais c'était un week-end reposant comme d'habitude. D'accord. On vous a appelé Onzoué va, Onzoué bien. Voilà. Bonsoir David, comment ça va? Bonsoir Brice, comment allez-vous aussi? Bien et vous-même? Je vais bien, un peu fatigué, mais ça va. Le week-end aussi, vous étiez hors d'Abidjan? Non, moi j'étais à Abidjan, je ne voyage pas, je ne suis pas comme un voyageur. Je voyage de temps en temps, mais bon, on essaie de rester en famille, se reposer, même si ce n'est pas facile. Pourtant, vous n'avez rien fait, Élisée. J'ai rien dit. En fait, comme Élisée nous a fait des infidélités le week-end passé, donc je voulais lui envoyer une balle perdue. Très bien. Je crois qu'il a dû l'esquiver, je peux vous rassurer. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Il y a votre week-end? Oui, ça va, je suis restée à la maison. En général, la pluie, c'est assez reposant pour moi, en général. Donc, je n'ai pas bougé de la maison. Très bien. Et puis, j'ai regardé le match Wydad à Lali. Très bien. Et je suis sûr, lui, de ses activités du week-end, parce que j'en ai eu connaissance, eh bien, il a scruté les JT à travers le monde. Exactement. Bonsoir Alain, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va? Bien. Ça va. Et vous-même, et votre week-end? Ça va très très bien. Le week-end à la maison, on l'avait dit, on avait des activités de présentation, d'animation à travers la ville. Eh bien, nous sommes sacrifiés à ce devoir. Est-ce que vous êtes tombé sur cette chaîne albanaise où les présentatrices se présentent sur le meilleur profil? Je pense que j'en ai entendu parler et ma prochaine quête, plus que de l'or, c'est de retrouver ça. Bon, allez, on vous installe, hein, téléspectateurs, vous l'avez bien compris. Pour ma grande révision, hein, nous évoquons un sujet qui s'appelle ASEC d'Abidjan. Ben voilà, donc c'est décidé. Eh bien, l'ASEC est championne de Côte d'Ivoire pour la 29e fois de son histoire. Les Mimos... initialement, devait participer à ce qui s'appelle un carré d'as ou un play-off, qui devait déterminer donc la fin du championnat. Et finalement, la Ligue professionnelle de football a décidé de l'annulation de ce play-off, de ce carré d'as, pour désigner la SEC championne de Côte d'Ivoire. Et bien, en raison de calendrier, dit-on, qu'on devait respecter. Daouda. Que ce soit une histoire de calendrier ou pas de Dans calendrier. les faits, juste les faits. Oui, mais tu Je n'ai pas interprété. Non, tu viens de donner juste les faits. Et donc, je donne mon analyse sur la question. Donc, qu'il y ait une histoire de calendrier ou pas de calendrier, dès l'instant que la SIEC est championne de Côte d'Ivoire, moi, ça me va. Le reste n'est que bave de crapaud. Très bien. Voilà. Élisée Bolougbe. Moi, je note, comme vous l'avez si bien planté, effectivement, que la SEC est championne. Mais je me posais même la question de la pertinence d'un carré d'as. Un championnat de 16 équipes. De 16 équipes, de pratiquement 30 à 32 journées. À quoi ça servirait d'aller faire encore un carré d'as? Je pense que c'était... je ne sais pas, pour moi, c'était du fantasme, en fait. C'était du fantasme. Il n'y avait pas de pertinence d'aller dans un carré d'as. On a un championnat de 16 équipes. C'est comme si vous me dites en Angleterre, après les 38 journées, Manchester City, Manchester United et tous les autres clubs, Arsenal et autres, font un carré d'as pour voir qui est le champion. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on a joué 32 journées. Au terme des 32 journées, il y a un club qui est arrivé ici à la première place. Il est champion, c'est fini. Le débat, il est clos. Il n'y a pas de carré d'as. Ceux qui veulent faire les carrés, ou bien ceux qui aspiraient à faire des carrés d'as auraient dû simplement se battre et puis arriver premier, c'est tout. Donc moi, je trouve que pour moi, ça ne devait même pas exister, ça ne devait même pas faire l'objet de... La SEC est championne, le reste n'est que l'eau qui sort de la bouche des cibles. Non. Voilà. Bon, en fait, c'est ça, quoi. Et puis, ce serait quand même injuste, parce que quand on regarde le classement, ASEC d'Abidjan, premier 63 points. Le second, c'est la SOA, avec 54 points, donc quand même 9 points d'écart. Et donc, ce n'est pas au cours de confrontation lors d'un carré d'as que ça pourrait changer quelque chose. Je pense que le championnat s'est déroulé de façon linéaire. Celui qui arrive en tête au terme des journées est champion. Le reste n'est que saut de kangourou. On aurait pu peut-être trouver une justification économique si les stades étaient remplis. Mais comme les stades sont quasi vides quand ils jouent, donc à la limite, c'est vraiment une perte de temps. Et d'argent aussi. Oui, voilà, d'argent pour les clubs qui sont obligés de mobiliser des ressources pour aller jouer. Le reste n'est que, et je le dirais, Conjecture. champ de signes. Ben non, félicitations
à la SEC Mimosa qui marque une fois de plus sa domination sur le championnat national. Désolé pour toi, Brice, qui espérait pouvoir remonter en première division. Il a même compté. Malheureusement, mais j'espère en tout cas que l'année prochaine sera meilleure pour l'Africa et qu'on pourra revoir aussi ce derby qui donne un peu de piment au championnat. C'est vrai qu'on a découvert aussi d'autres équipes, on a découvert peut-être d'autres derbys qu'on n'aurait pas pu s'imaginer, mais encore bravo, félicitations à la SEC Mimosa qui continue franchement de marquer sa domination et son empreinte. Mais ce n'est peut-être pas perdu pour l'Africa, puisque j'ai cru lire cet après-midi que la FIFA exigeait que les clubs qui sont en première division aient une section féminine. Or, ce ne serait pas le cas de Zoma FC qui est monté au détriment de l'Africa. Quelle injustice! Donc l'Africa qui aurait une section féminine pourrait monter, mais là, ça reste à confirmer. Mais ça, on est encore dans des signes. Non, mais au-delà des signes ou pas, je trouve que si vraiment c'était une exigence de la CAF, je pense que... Ou de la FIFA. Voilà, je pense que c'était une exigence de la CAF, une exigence de la FIFA. Je pense que pour moi, c'est pipé. Parce que c'est pas normal. Voilà, les règlements d'un match, d'un sport, débutent dès le déclenchement de la compétition. On n'attend pas la fin de la compétition pour venir dire non, voilà ce qu'on doit faire. C'est même pas juste, en fait. Donc, arrivé un moment quand même, il ne faut pas qu'on insulte l'intelligence des gens. Soit on veut aider des amis, soit on veut aider des personnes. Des tests Covid qui ont été imposés. Tu sais, c'est de tout ça qu'on parle, en fait. Le sujet, ce n'est pas l'Africain. Tout le reste, nous, l'Africain, nous sommes en D2 pour l'instant. Tout le reste n'est que poisson dans du GABA sans cube. Voilà. Non, mais au-delà de ça, Brice, ce que tu dois retenir aussi, parce que j'attendais tout à l'heure, Madame Bleu dit que il faut qu'on refasse les derbys à SEC Africa. Non, mais le football il est évolutif. Aujourd'hui, quand on regarde en Angleterre, c'est plus des compétitions en Nottingham Forest et puis, je sais pas, Liverpool. Aujourd'hui, c'est Manchester City, c'est Manchester United, c'est Chelsea. Le football, il est dynamique. Donc, si l'Africa veut justement qu'on puisse parler encore de lui, il a son destin en main. Je rappelais la nostalgie de ces derbys. C'est vrai que ça me rappelle un peu mon adolescence. Mais pourquoi ne pas revoir ce derby? Allez, je trouve que tu n'as pas une grande équipe, même si c'est quand même une grande équipe. Tu viens de donner une brindille à Brice, parce que les gens de l'Africa, ils s'accrochent à tout et n'importe quoi. Non, mais c'est pour monter en D1. Une note de la FIFA. Et on dit que Zoma FC a 2 semaines pour créer un club féminin. Donc, ça va être un peu compliqué. En tout cas, moi je voulais juste avoir une petite question. Parce que moi, s'il vous plaît, l'Africa Sport a tenu à ne pas s'exprimer sur toutes ces questions. Tout ce qui a été dit, nous gardons notre... Ce n'est que bave de... des crapauds, des grenouilles. Non, mais excuse-moi, je n'ai pas suivi la fin du championnat de D2. L'Africa est à quelle position, s'il te plaît? Vous n'êtes pas monté, en fait, c'est ça? Parlons de la SEC. Est-ce que cette équipe de la SEC qui a remporté, parce que c'est de ça qu'il s'agit, cette équipe de la SEC qui remporte ce championnat, vous pensez que c'est une équipe solide, s'il vous plaît? Oui, c'est une équipe très solide, Brice, parce que... Qu'est-ce qui a fait le succès de cette équipe? Non, c'est des jeunes qui se connaissent, ils ont un encadrement technique qui est très bon, et d'autant plus que quand on a regardé la Coupe africaine qu'ils ont joué, même s'ils ont perdu contre les Algériens, pratiquement en demi-finale, ils se sont battus comme de beaux diables. On ne donnait pas cher de leur peau en début de saison de cette Coupe africaine-là, mais finalement, on a pu voir la bataille qu'ils ont livrée. Malheureusement, ayant fait le match nul à Bouaké, finalement, on est parti perdre devant des Algériens qui étaient remontés à bloc avec le 12e Algérien qui les soutenait à fond. Bon, voilà. Écoutez, ici, c'est des malheureusement, on a fait là, nous-mêmes à l'Africa, on a fait malheureusement. Mais ça fait 3 ans qu'on fait des malheureusement, en fait. Et on a joué contre une équipe qui nous a battus 3-2, qui allait se faire laminer 6-0. Il y a un truc de pas net dans cette affaire. Parce que comment vous battez l'Africa 3-2 et le prochain match, vous faites laminer 6-0. Un club comme ça. C'est-à-dire que contre l'Africa, ils sont allés manger du lion. Vous le dites. Mais c'est ça le football aussi. Souvent, quand on est face à certaines équipes, on bien, voit nos efforts décuplés. Merci Maï, merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie. Après, il y a des périodes, l'année prochaine, pourquoi pas? Pourquoi pas, Inch'Allah. Ça va aller, c'est Dieu seulement. Merci Daouda. Même Freddy a gardé l'Africa dans mon dos pour dire qu'il est compatissant. Bravo à la SEC, bravo. Bravo aux Mimo, bravo aux supporters. Je pense que la SEC, c'est une grosse machine, c'est une grande machine. L'encadrement technique, vous en parliez, les joueurs, l'organisation, la structuration, la formation, parce que c'est quand même un club formateur. Il y a aussi un grand leader en la matière, à la personne de Roger Ognier,
qui est très bon. Aussi. Et puis il y a le public, hein, les mimos quand même, qui poussent leur club. Donc, voilà. Allez, les amis, on va évoquer un autre point. Cette fois, concernant les pluies, vous en parliez. C'est d'ailleurs pour ça qu'en début d'émission, je me renseignais sur vos week-ends respectifs. Eh bien, la pluie, eh bien, on compte, concernant cette pluie diluvienne, malheureusement, 5 personnes ont perdu la vie dans un éboulement à Yamoussoukro. On se souvient encore à Yopougon. À Yopougon, pardon, je ne sais pas pourquoi je pense à Yamoussoukro. On se souvient encore de ces campagnes, de ces avertissements. En tout cas, c'est un bilan du GSPN. On se souvient, je le disais, de ces campagnes qui invitaient les personnes qui résidaient ou qui habitaient dans les zones à risque, eh bien, de quitter ces lieux. Conséquence, on se retrouve avec une zone. Oui, effectivement, ce dimanche 11 juin 2023, dans la commune de Yopougon, c'est pratiquement à Tekoubé, le quartier qu'on appelle Mosikro, il y a une famille, parce qu'en réalité, les 5 personnes, c'est le père, la mère et 3 enfants qui ont perdu la vie dans cet éboulement. Donc, avant tout propos, je tiens franchement à m'incliner devant la mémoire de ces disparus-là, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Depuis le mois de janvier jusqu'au 6 juin dernier, selon l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, c'est pratiquement 15 personnes, dont beaucoup d'enfants qui ont perdu. 17 plus précisément, mais donc il y a eu 2 blessés et 15 personnes qui sont décédées, particulièrement des enfants. C'est le lieu pour moi d'attirer l'attention d'abord de nos pouvoirs publics, mais des populations même qui vivent dans ces zones à risque, mais aussi des élus locaux qui, ma foi, chacun doit prendre sa responsabilité. Parce que chaque année, on assiste à ces situations. En journalisme, on appelle ça même des marronniers. C'est des choses qui sont devenues récurrentes. Ça passe comme ça. J'avoue que ça fait très mal. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que les populations aussi se disent que ces 2 mois de pluie, vraiment, si on peut se déplacer le temps d'un moment, parce que la Sodexam annonce de grandes pluies pour jusqu'à fin juillet 2023. J'avoue que, sincèrement, il faut que chacun on tire sur la sonnette d'alarme. Voilà. Très bien. On est triste. Hein. Oui, on est triste qu'on arrive à ces... Il faut rappeler que c'est 17 enfants victimes et on a malheureusement eu parmi les 17 enfants 15 décès. Et ça également au niveau de... oui, on parle des parents, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, les enfants qui rentrent de l'école, par exemple, on parle de caniveaux qui ne sont pas protégés peut-être pour la plupart, donc il y a des débordements. On parle également de fils électriques qui se retrouvent sur le sol et en ces temps de pluie, en contact avec de l'eau, c'est extrêmement dangereux. Il faut vraiment veiller à protéger, à surveiller les enfants et surtout à faire de telle sorte que tout ce qui est conduit, également caniveau, puisse être débouché, mais surtout protégé également. Parce que c'est tout ça qui peut amener à retrouver malheureusement des enfants dans ce genre de choses. On parlait d'éboulement. Oui, en fait, il faut dire que depuis le début de la campagne, il y a, je pense, 52 zones, voire 57 zones qui ont été répertoriées zones à risque. Je pense qu'ils ont lancé une campagne, on a même parlé de ça sur ce plateau ici, où le ministre de l'hydraulique, le Premier ministre d'abord a convoqué le ministre de l'hydraulique, l'UVIC aussi, et puis le directeur technique des différentes mairies, pour qu'ils puissent déboucher les canalisations et amener les gens à quitter les lieux. Ils ont dégagé des gens, mais... N'empêche que, bon, les gens se disent tout le temps, on a fait on a fait de la littérature, parce qu'amener on revient en même temps au même discours, hein. Oui, on leur demande de partir, mais où aller? Parce qu'on parle de populations qui sont dans des situations précaires, qui n'ont pas suffisamment de revenus pour s'acheter, en tout cas pour louer des maisons convenables. Mais ils vont aller où? Mais c'est là où on va rappeler cette phrase-là, je pense, du ministre qui disait il préfère encore qu'il y ait des gens qui ne savent pas où aller plutôt que d'avoir toute une famille qui décimée. Je comprends, réalité, on se met à la place. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut aussi comprendre que, oui, ils se retrouvent dehors, sortir, fuir des zones à risque. Mais après ça, où est-ce qu'ils vont? Mais justement, c'est là où il faut, quand je parlais tantôt, je pense que c'est une question de responsabilité partagée, Madame Bleu, dans la mesure où les différentes mairies, les élus locaux, c'est à eux de trouver des sites de recasement. Parce que bientôt, le 2 septembre prochain, ils vont tous aller demander le suffrage de ces personnes-là. Ils vont aller dans tous les quartiers, écumer tous les sous-quartiers pour aller demander votez pour moi, votez pour moi. Mais dans ce genre de situation, il est de la responsabilité des élus locaux d'aller vers ces personnes, trouver des zones de recasement, parce qu'il y a des foyers, des ceci. C'est ça aussi. Parce qu'à un moment donné, on met tout sur la tête de l'État, mais c'est aussi la responsabilité des gens pour dire je suis dans un lieu qui peut tomber à n'importe quel moment.
Est-ce que ce n'est pas mieux que je puisse aller chez un parent? Moi, c'est des propositions que je fais. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, je veux dire, la vie vaut mieux. C'est 2 mois. Parce qu'aujourd'hui, ces parents dont vous parlez, là, c'est ces parents qui vont se mobiliser aujourd'hui pour peut-être trouver des moyens pour les obsèques pour ces personnes disparues-là, alors qu'on aurait pu se mobiliser pour leur dire « Salut, je sais que tu habites dans cette zone-là, c'est à risque, eh bien viens chez moi, le temps qu'on trouve une solution. » Parce qu'il y a un travail de communication, il y a un travail de communication derrière. Oui, on demande aux populations de se déplacer, de sortir des zones à risque pour leur sécurité, pour leur vie. Mais ensuite, derrière, le travail de communication pour trouver des sites de recasement. Parce que dans ce genre de situation, on peut les mettre dans un hôtel, mais à un moment donné, un hôtel, c'est juste provisoire, on ne peut pas tenir, surtout vu le coût que ça engendre. Donc derrière, il faut des solutions durables pour que ces personnes n'aient pas à revenir lorsqu'on se retrouve en période sèche. Parce que c'est là aussi le problème. C'est ça, et surtout que, Alain, on va en parler, c'est surtout que c'est une situation qui est récurrente. Chaque année, on sait qu'on sera confronté à la saison des pluies. Chaque année, on préfère peut-être attendre, on va souhaiter attendre 2-3 jours, ou une semaine, 2 semaines pour faire des campagnes pour dire aux gens de quitter. Après, on retombe dans nos mêmes habitudes et on va attendre encore l'année prochaine, quand les pluies vont menacer, pour demander aux gens. Oui. Moi, je suis assez triste quand même de voir ce qui se passe avec ces familles. En fait, il faut peut-être songer à des solutions durables, comme l'a indiqué Edith. La faute ici, c'est la faute à la pauvreté. Ce n'est pas la faute à l'État ni à ces populations. J'imagine que certains chefs de famille sont dans ces zones-là parce qu'elles sont proches certainement de leur zone d'activité. Donc, pour les déplacer, il faut vraiment qu'elles soient certaines, ces familles-là, n'ont pas les moyens de s'offrir des moyens de travailler, de pouvoir vivre, etc. Mais il faut songer à des solutions durables. On avait parlé des logements sociaux. Bon, je pense que le projet avance on n'a pas de tortue. Moins vite qu'on l'aurait souhaité. Maintenant, il y a aussi, comme on dit, l'incivisme de la population. Parce qu'effectivement, la campagne de communication, c'est sensibiliser, rappeler aux uns et aux autres le risque à habiter dans certaines zones. Et chacun doit aussi prendre ses responsabilités. Ben oui. Donc, parce que quoi qu'il en soit, c'est sa vie qui est en jeu. Au-delà des campagnes de communication qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas, malheureusement, il y a des personnes qui perdent la vie. Donc, moi, je pense maintenant, il y a un aspect aussi qu'il faut peut-être expliquer aux populations. Quand il y a ce genre de risque, peut-être apprendre à ces populations à avoir les bons réflexes. Donc, il y a peut-être, au-delà de la sensibilisation, la formation, au type de réaction qu'il faut avoir face quand un danger se profile, quoi. Je me demande s'il y a une formation adéquate, d'autant plus que les cas sont tellement différents. Personne n'imagine. Oui, les cas sont différents. Quand on prend, par exemple, si on prend les habitations des quartiers résidentiels, comme on en a eu à Labra il y a quelques années, ou même récemment, même à Grand-Bassam. Je veux dire, on parle de cités qui, pour certaines, n'ont pas de canalisation ou n'ont pas d'égout, par exemple. Donc, tout est fermé. On a construit sur presque tout et finalement, on se retrouve dans des quartiers résidentiels qui sont inondés. Là, par exemple, ce n'est pas la pauvreté. Hein. Non, ce n'est pas la pauvreté. En fait, il y a de l'incivisme. En fait, c'est vraiment varié et les problèmes sont à plusieurs niveaux, en fait. Donc, finalement, on se retrouve toujours en saison de pluie avec des inondations. On a même vu, malheureusement aussi, au niveau de l'échangeur, à Marcory, où le niveau de l'eau est monté. Si vous vous rappelez, en début de semaine, même ici, au niveau de la gendarmerie, entre la gendarmerie et la maison du parti, il y avait une montée des eaux également. On a même dû rebrousser chemin. En fait, je veux dire, c'est à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des égouts, que ce soit au niveau de l'indiscipline où les égouts sont bouchés, les personnes qui sont sur des sites à risque. C'est tout un travail qui doit être mené avant que cette période n'arrive. Clarisse Kan sur nos pages, pardon Daouda, Clarisse Kan sur nos pages des réseaux sociaux nous dit tout décès causé, en tout cas c'est son point de vue, tout décès causé par les pluies incombe aux autorités. Il appartient au gouverneur de prendre les mesures. Tout le temps rejeter la faute sur les populations est trop facile. Quand on déguerpit les gens, ils trouvent justement des endroits insécures pour se loger. Il y a aussi le fait justement de ces populations qui sont victimes de déguerpissement, c'est son point. Non, je pense que ce qu'il dit, il n'a pas totalement tort. Mais moi, je veux dire, aujourd'hui, toutes les collectivités au niveau local, que ce soit les mairies d'Abidjan, c'est eux-mêmes qu'on doit prendre en prix, qui doivent être en ligne de front d'abord, pour dire, venir voir ces populations-là, puisque les maires sont au contact de ces populations tous les jours, de façon quotidienne. C'est le lieu d'attirer l'attention. Est-ce que les mairies ont suffisamment de budget pour pouvoir avoir des gymnases? Non, ce que je veux dire,
ce que je veux dire, au-delà, il parle de gymnase. Moi, il parle par exemple, je parle de foyer. Même au-delà de ça, même trouver un terrain de façon temporaire, pour ne pas que quelqu'un meure déjà. Ils vont construire avec quoi? Du contreplaqué? On met quoi? Des bâches? On met des tentes. Oui, on met des tentes, oui. Mais en période de pluie? En saison de pluie? Non, c'est pas Dès l'instant que ce lieu n'est pas inondé, c'est possible. Parce qu'on parle de boue, il y aura de la boue. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez Moussicro, mais les gens, même quand vous passez sur l'autoroute du Nord, arrivez au niveau du Banco, est-ce que regardez comment les gens sont perchés? Oui. Oh, on voit même souvent même le rebord même de la maison. Donc, je veux dire, si on tient sincèrement à sa vie, on peut se déplacer. Il faut des moyens, il faut des ressources. En attendant d'avoir les moyens, il faut d'abord, pour avoir des moyens, il faut être vivant. Oui, non, mais pour avoir des moyens, il faut être vivant. Mort, on n'a aucun moyen. Je veux dire, là, vous parliez tout à l'heure des élus, mais déjà, savoir s'ils ont le budget aussi pour reloger toutes ces familles-là. Voilà, donc c'est un cercle, hein. Ce n'est pas... c'est des budgets qui sont votés, je veux dire. Voilà, la partie d'une... Mais quand tu regardes une commune comme... Bon, pardon. Merci Daouda, merci beaucoup, vous êtes gentil. Bon, on va évoquer un autre point, hein, parce qu'on a bien compris que chacun à son niveau... c'est la responsabilité exactement, qui est à partagée à tous les niveaux. Oui. Les amis ont évoqué la liste électorale avec la prolongation donc, du contentieux. La CEI a annoncé par la voix de son porte-parole, M. Ebrotier Émile, et donc évoqué donc, la prorogation la prolongation plutôt du contentieux. Eh bien, c'est une volonté aussi, hein, Élisée Bologbé, on dira, des partis politiques qui ont souhaité que cette période soit prolongée. Oui, effectivement, certains partis politiques, notamment le PPACI et le PDC, à l'issue d'un point de presse, avaient souhaité même que cette période de contentieux soit prorogée d'1 mois. Là, la CEI n'a ajouté, je crois, que 5 jours, parce qu'on est passé du 10 au 15, donc juste 5 jours. Juste 5 jours que la CEI estime suffisantes au regard des complaintes qui ont été faites. Mais moi, par exemple, certains partis ont demandé, par exemple, 1 mois. C'est ce que je dis. J'ai dit le PDCI et le PPACI, notamment lors d'une conférence de presse conjointe, ont souhaité qu'on leur accorde encore 1 mois pour passer au crible, je dirais en quelque sorte, cette liste électorale-là, enfin d'en sortir toutes les irrégularités. Et la CEI, en réponse, on a accordé juste une prolongation de 5 jours parce que ça devait finir le 10, là on va au 15, disons jeudi prochain, pour la fin du contentieux et puis on ouvrira maintenant les autres étapes. Moi, j'ai passé toute la semaine à réfléchir sur une éventuelle solution sur cette affaire de liste électorale parce qu'on a écouté sur ce plateau ici les récriminations de Maître Abiba contre la CEI sur un certain nombre de points. On a écouté aussi longuement et largement le président de la CEI. On a écouté les différentes parties, on a écouté les conférences de presse, on a suivi les conférences de presse du PPACI, du PDCI. Moi, je suis arrivé à une proposition. Voilà, moi, c'est vraiment une proposition. On va peut-être trouver que je suis un peu fou. Non, ce n'est pas des solutions, j'ai une proposition. Voilà, moi, ma proposition, elle est toute simple. Aujourd'hui, à entendre le président de la CEI, les anomalies ou la plupart des irrégularités qui sont sur la liste électorale sont héritées des accords politiques de Ouagadougou, c'est-à-dire 2008-2009, que ça avait été même signalé en son temps et les partis politiques en son temps ont dit non, donnons la possibilité aux populations elles-mêmes de pouvoir faire le recours, allons avec cette liste. Voilà, allons, comme on a l'habitude en Côte d'Ivoire, allons finalement, ça devient maintenant de grosses crises. Et on se retrouve aujourd'hui à éplucher à nouveau cette liste. Moi, je pense qu'on peut avoir le courage à 2 mains. Pour une fois, les Ivoiriens peuvent se regarder en face en toute responsabilité et qu'on forme un comité tripartite. Le comité tripartite, il est juste constitué de personnalités du gouvernement, c'est-à-dire du pouvoir, de personnalités de l'opposition, et puis la société civile, une commission qu'on met en place pour toiletter la liste électorale. Tout ce qui est anomalie est relevé par cette commission-là. Elle est portée au grand jour. Et ensemble, on essaie d'apporter, cette commission, bien évidemment, fait des propositions de solutions pour toiletter cette liste-là. L'avantage ici, comme je le dis, ça va nous inviter désormais de parvenir encore à maintenir l'argument des suspicions et tout ça. Et ça va nous permettre d'être assez efficaces. Et on sortira avec vraiment une liste consensuelle. Moi, vraiment, après réflexion, j'ai pris toute la semaine de réfléchir sur ça. Je me suis dit, peut-être qu'on aille vers cette solution une bonne fois pour toutes. C'est votre proposition notée. Donc, vous n'allez pas commenter la proposition. Non, je ne commente pas la proposition. En fait, moi, j'ai appelé la CEI pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont prolongé la date de 5 jours. Ils m'ont dit en fait que ça n'a rien à voir avec les propositions comment on appelle ça? Oui, parce que des partis politiques. Sûr, parce que mois et déjà, 5 jours... j'explique, parce qu'ils estiment que depuis qu'ils ont vu le contentieux le premier,
c'était prévu pour 10 jours. Mais pratiquement pratiquement à la date butoir, il y a moins de 5000 réclamations. Donc, ils ont estimé qu'il fallait produire les 5 jours en accord. Bien entendu, ils ont demandé à tous les partis qui sont d'accord avec ce principe. Mais d'autant plus qu'en 2023, à la même période, en 2020, à la même période, il y avait 11 000 réclamations. Donc aujourd'hui, certains partis parlent de 2 millions d'irrégularités et autres, mais finalement, eux-mêmes, ils s'étonnent que personne n'arrive à envoyer des formulaires assez signés pour dire, bon, OK, on va essayer d'enlever ces personnes de la liste avec preuve à l'appui. À l'heure actuelle où on vous parle, le seul parti qui a eu une séance de travail sur cette liste électorale avec la CEI, c'est le PDCI. Donc, aucun autre parti ne l'a fait. Donc, ça pose question, en fait, sérieusement. Pourquoi? Parce que même quand les partis politiques parlent de 1 mois, mais dès l'instant qu'on parle de 1 mois, on sera obligé de décaler la date des élections. Or, juridiquement, de façon légale, les dates sont bien fixées et c'est clair et net. Bon, deux avis. On ne devait pas commenter la proposition d'Élysée, mais c'est une excellente proposition. Ça s'appelle l'audit de la liste électorale. Mais je pense qu'on me paiera des droits si elle est adoptée. Exactement. Quelqu'un l'a dit avant toi. Hein? Je pense que c'est vraiment la bonne façon de mettre fin à un certain nombre de problèmes. Voilà. Moi, j'entends la CEI, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 2 semaines. Je veux dire, la date du 2 septembre, elle peut être décalée si les conditions ne sont pas réunies. Parce qu'il vaut mieux décaler de quelques semaines et être certain qu'on n'ira pas au baston comme d'habitude. Parce qu'on a l'impression que la CEI organise des matchs de MMA. Vous voyez, chaque fois qu'il y a des élections, on va au coup de poing parce que les gens ne sont jamais d'accord sur les... C'est pas la faute de la CEI, Non, je sais, non, parce que parfois, le fait de dire au lieu d'un mois, on donne 5 jours, c'est aussi une forme de refus. Et même faire savoir que non, ce n'est pas suite aux demandes des partis politiques qu'on a accordé 5 jours, je veux dire, ça, ce sont des détails. Les Ivoiriens veulent la paix. Et l'élément qui déclenche chaque fois la violence dans le pays, c'est l'élection. Donc il faut se mettre d'accord sur la modalité d'aller aux élections. La dernière chose que je voulais dire, ce que je voulais dire concernant ce que vous dites, en fait, c'est qu'à la vérité, déjà, les partis politiques, au lieu de se plaindre, s'ils estiment qu'il y a irrégularité, on parle de moins de 5000 personnes qui sont allées réclamer des choses au contentieux. Quand on sait qu'on évoque souvent... Oui, il faut aller réclamer d'abord. Oui, ton point est intéressant, mais la proposition d'Élysée, comme Alain l'a dit, je pense qu'elle est consensuelle. Et oui, on peut suivre les formalités, on peut suivre le droit, comme tu le dis, mais on se retrouve dans une situation où on va toujours avoir une liste qui ne va contenter, en tout cas personne, globalement. Parce que même si le RHDP, on ne l'a pas encore entendu sur cette liste concernant des irrégularités ou autres, on a encore des partis politiques qui ne sont pas d'accord avec cette liste. Et on va se retrouver au 2 septembre avec des partis politiques qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents. Finalement, donc, consensus, on peut l'avoir avec cette commission. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas aller dans le point de Alain qui parle du ministère de l'Intérieur pour qu'il... Ah, tu reviens? Parce que c'est trop tard pour ça. En 2025, pourquoi pas? On ne va jamais s'entendre sur cette liste en Côte d'Ivoire. Non, on peut s'entendre. C'est clair. On peut s'entendre. S'il vous plaît. C'est surtout qu'on ne va pas être en train de créer un nouveau film. Pour l'instant, il y a celui qu'on vit en ce moment. Le point, et on va peut-être en parler en retour de JT, c'est qu'on n'a que 5000 sur 11 millions ou peut-être un bon nombre. 8 millions d'irrégularités qui ont été signalées. Non, 8 millions sur la liste électorale. Il y a 8 millions de personnes sur la liste, 2 millions d'irrégularités selon le PPACI. Et il y a 5 000 réclamations. Mais on n'est pas à la fin des contentieux. Donc, à n'importe quel moment. Non, écoute-moi. On n'est pas à la fin du contentieux. Donc, à n'importe quel moment, le PPACI peut venir avec ses réclamations. On n'est pas encore. Supposons qu'ils avaient fermé. Supposons qu'ils avaient fermé. Non, pas supposons. Ils avaient l'information qu'on allait ajouter 5 jours. Mais je crois que Maître Abiba avait une déclaration ce soir même à 19h. On va en JT et on a le temps de revenir et on voit si on en parle. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT. Nous sommes en compagnie de monsieur Diabaté Bey. Vous êtes vice-président du FPI. Je rappelle sur le plateau, vous serez interrogé par Élisée Boloubeux, Sa Majesté Daouda Coulibaly, Alain Toussaint, Madame Édile Boubleu et moi-même. À propos des élections locales de 2023, on en parle. Eh bien, on le sait, on l'a entendu, on l'a lu, on l'a su, monsieur Diabaté Bey. Eh bien, vous avez renoncé à votre participation, à votre candidature à cette élection-là. Est-ce que c'est au nom de ce qui s'est appelé à l'époque un partenariat? Quelles ont été les motivations
de votre retrait. Bonsoir. Bonsoir. Non, il faut compléter de leur retrait au profit du RHDP dans certaines localités. Merci. Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Vous avez aussi le bonjour du président Pascal Affi-N'Guessan, du secrétaire général du Front populaire ivoirien Isiaka Sangaré également et de toute la direction du FPI. Vous avez posé une question pertinente, elle est intéressante, mais pour nous, c'est une question qui est très simple. Nous ne parlons pas des retraits, puisqu'il s'agit des élections municipales. En Côte d'Ivoire, les élections municipales, ce qu'on appelle les élections locales, c'est à la proportionnelle, une proportionnelle améliorée. Et tout parti politique qui se trouve qui forme une liste, toute personne qui arrive à former une liste, c'est au pourcentage de ce que tu auras que tu peux être sur la liste avec le nombre de conseillers. Aujourd'hui, le FPI a signé un partenariat avec le RHDP. Nous avons dit, nous pouvons faire une liste, mais nous avons décidé de faire des listes communes. Donc moi, Diabaté, je suis candidat. Je ne suis pas tête de liste, mais je suis candidat. Vous avez été annoncé tête de liste. Oui, celle-là, c'est la différence. Voilà. Voilà, la liste conduite, nous avons décidé de ne pas être tête de liste, mais de faire une liste commune avec le RHDP à Abobo. C'est aussi le cas à Cocody, hein? C'est le cas aussi à Cocody, comme dans beaucoup d'autres communes de la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que nous voulons matérialiser le partenariat que nous avons signé le DMB avec le RHDP. Nous voulons matérialiser ça. C'est ce qui va être intéressant. Pardon, Madame Bleu, je vais vous lancer une minute. C'est ce qui va être intéressant. Vous dites dans beaucoup d'autres communes. J'aurais pu comprendre, nous avons décidé de le faire dans toutes les communes. Mais vous dites dans beaucoup d'autres communes. La nuance, elle s'explique pas. Oui, la nuance, c'est du fait qu'il y a certaines communes où le FPI ira seul. Parce qu'au sommet, nous n'avons pas signé de partenariat électoral ou bien d'alliance électorale au sommet. C'est à la base, comme je vous le dis, ce sont des élections locales, c'est à la base que chaque candidat peut discuter en fonction de la réalité du terrain, en fonction de la réalité sociologique du terrain. Nous pourrons décider de faire une alliance avec le RHDP ici, comme nous pourrons décider d'aller seul. Mais M. B, est-ce que c'est pas parce que... Qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que le FPI apporte dans ce partenariat au final, parce que vous avez en face de vous, vous êtes un parti d'opposition, vous vous êtes associé, en tout cas, vous avez fait un partenariat avec le parti au pouvoir. Vous, en tant que parti d'opposition, FPI, qu'est-ce que vous apportez dans la besace? Quand vous dites qu'est-ce que nous apportons, mais nous avons des électeurs, oui. Nous avons des militants. Oui. Ensuite, en plus de ces électeurs, il y a aussi, comme on appelle l'offre politique, nous pouvons faire des propositions. Dans le cadre de la commune d'Abobo, nous pouvons faire des propositions. Nous pouvons parler de la gestion de la commune d'Abobo. C'est ensemble, on fait une gestion. Le FPI décide, si nous gagnons les élections, de gérer ensemble la commune d'Abobo avec le RHDP. Donc on peut apporter des idées. On peut apporter aussi des militants pour l'élection, parce qu'aucune élection n'est gagnée d'avance. Quelles sont les idées que vous apportez au on n'est pas RHDP, en politique. à Abobo? Non. Vous voyez, les élections, on n'a pas encore commencé les élections. Oui, on est d'accord, oui. Donc, comme on n'a pas commencé les élections, déjà comprendre les je idées ne suis que pas vous en proposez. campagne et je ne peux pas venir vous dire sur ce plateau les idées que nous allons apporter au RHDP. Ça ne se fait pas. Non, je parle de la commune d'Abobo. Oui, je parle de la commune d'Abobo. Je vous dis qu'on n'a pas encore commencé les élections, donc nous ne pouvons pas rentrer dans le programme des différents candidats. Merci, M. Diabaté. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous avez signé un partenariat, selon vous, pour la paix, pour la cohésion, pour l'entente. Oui. Mais malheureusement, il se trouve que dans le Moronou, dans le fief même du président du FPI, il y a eu quelques frictions. Il y a eu des frictions déjà avec votre partenaire. Donc, comment avance votre partenariat finalement? Comment des frictions? Qu'est-ce que vous attendez par des frictions? Mais on a vu des frictions claires entre le RHDP et dans le Moronou. Et même un de vos lieutenants, Nana Ekanza, a failli même se retrouver en prison dans cette histoire. Oui, donc, comment est-ce qu'on peut parler de partenariat? Alors, je vais le redire. Vous avez votre question, Daouda. Vous pensez que tout va bien en ce moment dans le Moronou? Ici, tout va bien. Je le dis pourquoi. Parce que le partenariat ne se limite pas à un candidat. Nous, on va au-delà d'un individu. Mais quand vous dites ça, dans le cas du Moronou, c'est ça? Dans le cas du Moronou, c'est le partenariat entre le FPI et le RHDP, ça ne se limite pas à une candidature.
Et puis, il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, on apprenne aussi à voir plus loin qu'une seule élection. Après l'élection des conseils municipaux, du conseil régional, il y a d'autres choses qui arrivent. Est-ce que vous pensez à Daouda qui a l'impression qu'il y a des heures, que malheureusement, on parle d'alliance. Pour moi, ça va passer. Il admet déjà, ça va passer. Si tu as constaté qu'il y a des heures, moi, je te dis que ça va passer. Pour moi, il n'y a rien de... C'est juste des frictions. Voilà. Alors, ce partenariat qui s'assimile à un arrimage électoral, voire même électoraliste, est-ce qu'il a été suffisamment expliqué à vos électeurs? Parce que le partenariat lui-même, il a été annoncé, on a lu pas mal de commentaires, positifs certes, mais aussi négatifs de la part de personnes s'affirmant comme des supporters de votre parti. Est-ce que vous avez pris langue avec la base avant de vous lancer dans ces listes communes avec le RHDP? D'accord. Je voulais qu'on rectifie ceci. Le partenariat que nous avons signé n'est pas un partenariat électoraliste. Non, circonstanciel. Voilà. J'ai oublié d'ajouter cet adjectif. Nous avons été clairs. Nous avons dit que nous avons fait un partenariat pour la réconciliation nationale. Pour la réconciliation. Parce que nous estimons que la paix doit se construire. Nous estimons que la paix en Côte d'Ivoire est encore fragile. Et le FPI, après les événements de 2011, après les événements de 2020, nous avons décidé, au Front populaire ivoirien, de poser nos problèmes autrement que d'emprunter la voie de la violence pour régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais évidemment, en fonction des dates que vous évoquez, c'est d'ailleurs ce qui fait penser à oui. tout ça. Vous avez évoqué que les dates d'élection. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller au-delà. Oui, nous allons partir au-delà. C'est parce qu'en politique, on n'écrit pas tout et on ne dit pas tout. Sinon, il y a longtemps, la question, alors. Je vais répondre à votre question. Je ne vous pressez pas. Je voulais vous dire tout simplement que les élections, certes, les élections aujourd'hui à la base, nous avons une alliance, mais nous avons dit que ça n'empêchait pas la compétition entre les deux partis politiques. Ça n'empêche pas la compétition. C'est nous qui jugeons l'opportunité de faire une alliance électorale à un moment donné avec le RADP sur dans telle ou telle commune. Et ça, c'est clair. Donc là, vous êtes dans une posture, vous avez dit opportunité, donc c'est opportunisme. Oui, mais un homme politique qui n'est pas opportuniste, il n'est pas un homme politique. Mais je veux dire, bon, vous êtes quand même un parti établi depuis des décennies, vous auriez pu aller aux élections, même municipales, avec vos propres troupes. Pourquoi oui, mais c'est un choix. C'est un choix que le RPI fait. C'est un choix que nous faisons. Nous ne sommes pas obligés de choisir la voie des autres. Nous, on choisit notre voie. Nous ne sommes pas contraints de choisir la voie des autres. Nous l'avons déjà essayé. Un parti politique doit s'asseoir et réfléchir sur sa propre stratégie. Nous avons réfléchi sur notre stratégie et puis ce que vous appelez alliance. Les alliances en Côte d'Ivoire ont une histoire. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. C'est pas la première. Même avant les indépendants, il y avait les alliances. En 2005, il y a eu des alliances. RADP, PDCI, RDR. Nous-mêmes, en 1990, le Front populaire ivoirien a fait des alliances. La gauche, avec qu'on appelle avec Zadi Zaourou, avec qu'on appelle Mori Ferré Bamba, ils ont fait une alliance. Je vais faire un petit résumé de l'ensemble des points de vue sur le plateau. Qu'est-ce que vous répondez, M. Diabaté, à ceux qui pensent que dans un premier temps, là, on parlait d'opportunisme, vous vous êtes dit, en calcul, bon, nous, FPI, en ce moment, à Bobo, c'est sûr qu'on ne passera pas. Je vous dis ça de façon très simple. Donc, mieux vaut s'associer, s'arrimer au RHDP pour multiplier nos chances eh bien, de gagner et être aussi un Moi, je rajouterais, est-ce que ce n'est pas juste des alliances de survie? Parce que, oui, vous parlez de préserver la paix, mais si le FPI se présentait quand même aux élections municipales, quel lien avec la préservation de la paix? Est-ce à dire que si vous vous présentez aux élections municipales, il y aurait des risques de tension? D'accord. Écoutez, ça c'est bien. Mais c'est un signal que chacun de nous donne. Quand vous regardez la commune d'Abobo, quand vous vous souvenez des événements de 2011, vous avez vu le commando invisible, les combats qui ont eu lieu à Abobo entre les deux camps et le Front populaire ivoirien était au pouvoir. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, dans cette même commune, quand les populations attendent que le FPI, le Front populaire ivoirien et le RADP ont décidé de faire une liste commune, c'est un signal. Mais est-ce que ce n'est pas du FPI que donc Gbagbo était le président? Ce n'est pas ça qu'ils s'attendent? Non.
Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas dire que je n'étais pas un acteur. Ah, oui, je vous le Non, concède. est-ce que vous pouvez dire que moi, je n'étais pas un acteur? Est-ce que vous pouvez dire qu'Afin Guessa n'était pas un acteur? Vous ne pouvez pas le dire. Donc, je voulais dire que ça, c'est un signal. Et à Bobo, aujourd'hui, que vous ne voulez pas dire, mais vraiment le temps a fait ses effets. Aujourd'hui, le Front populaire ivoirien avec le RADP, un seul meeting, on ne pensait pas à ça un jour. Ça, c'est un élément. Vous parlez du signal. Quel message vous voulez que les populations retiennent? Les populations doivent retenir que nous pouvons faire la politique sans faire de guerre. Les populations doivent retenir que nous devons penser à la Côte d'Ivoire que penser à nous-mêmes en tant qu'individus. Vous ne voulez pas que les populations retiennent que ce sont des hommes politiques qui font et défont leurs alliances en fonction de leurs intérêts? Ça peut pas être ça comme message aussi? Oh, pas forcément. Parce que nous sommes tous dans la société ivoirienne. On est tous le fruit de cette société. Nous sommes tous le fruit de la société ivoirienne. Parce que nombreuses populations se sont senties parce que les hommes politiques ils sont trahis par ces alliances-là. Non, les hommes politiques ne quittent pas au ciel pour tomber. On est tous l'émanation de cette société. Oui, mais M. Diabaté, vous ne pouvez pas nous faire comprendre ici que faire la politique et ça veut dire ne pas faire la guerre, cela implique forcément ou individuellement qu'il faut se mettre avec le parti au pouvoir. Ça, je ne suis pas d'avis avec vous. Mais soit, ça c'est votre point de vue. Mais je vais poser la question suivante. On se rappelle d'un de vos verbatim le samedi dernier où vous disiez que même quand on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Bien sûr. C'est vrai que tout n'est pas encore rose, mais il faut reconnaître que le président Ouattara travaille. C'est ce qui a justifié notre partenariat au RHDP. Bien. Alors qu'on sait que le FPI, dans son partenariat, a dit non, c'était pour la paix et autres. Mais là, vous nous dites que ce qui justifie ce partenariat aujourd'hui, c'est le fait que vous avez vu les œuvres qu'a réalisé M. Ouattara. Est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui que le FPI adoube la politique du président Ouattara, adoube la gestion du président Ouattara? Très bien, merci. Je l'ai dit au stade d'Abobo, mais pas de cette manière. J'ai été clair. J'ai dit tout n'a pas été fait dans ce pays. Mais ce qui a été fait mérite d'être salué et reconnu. Est-ce que vous me comprenez bien? Tout n'a pas été fait. Et tout ne sera certainement pas fait. Mais le peu qui a été fait mérite d'être salué et reconnu. Donc, de passage, je salue le gouvernement Alassane Ouattara pour le travail qui a été déjà fait. Mais tout n'a pas été fait. Moi, je l'ai dit. Et j'assume. Je dis oui. Quand on veut faire un partenariat avec un parti, on s'assoit, on regarde aussi le bilan de ce parti. On regarde, est-ce que le parti va dans le sens souhaité par nous-mêmes? Si le parti ne va pas dans le sens que nous souhaitons, on dit non. C'est pour cela que, écoutez-moi, c'est pour cela que, pour répondre aussi à sa question, nous avons consulté toute la base du FPI. C'est depuis 2011 que nous avons commencé le débat interne au Front populaire ivoirien. Depuis 2011, depuis 2021 du moins. Okay. Nous avons, après les élections législatives, nous avons engagé le débat. Le FPI fait comment? Et comment nous devons faire pour progresser? Nous reconnaissons que le parti a été fragilisé depuis 2014 avec les différentes tendances, avec les situations internes, avec les problèmes internes. Le parti a été fragilisé. Celui qui dit que ce n'est pas vrai, ça, il refuse de reconnaître la réalité. Le parti a été fragilisé. Il nous appartient, nous, militants du FPI que nous sommes, de trouver les stratégies pour que ce parti-là redevienne un parti fort. Et nous sommes en train de travailler à ce que notre parti devienne un parti fort. Voilà. Et Madame Bleu. Moi, j'aimerais juste revenir sur... Tout à l'heure, on parlait de la liste électorale avant ce débat. Le PPACI, le PDCI, c'est un parti d'opposition aujourd'hui, s'indigne contre la liste, les irrégularités. Quelle est la position du FPI concernant ces irrégularités qui ont été épinglées par l'opposition? Je reconnais qu'il y a quelques irrégularités sur la liste électorale. Moi, je le reconnais, et c'est là depuis 2020, depuis 2010. Souvenez-vous, en 2010, LMP, parce que c'est LMP qui a allé aux élections, la majorité présidentielle, nous avons demandé la radiation sur la liste électorale de près de 70 000 personnes. Mais au finish, nous n'avons pu radier que 1962 personnes. C'était quoi les raisons de la radiation que vous demandiez? On avait estimé, ces jours-là, que ces personnes qui étaient sur la liste ne méritaient pas d'être sur la liste électorale. Vous aviez des preuves, des actes qui vous permettaient de le dire. Et je viens. Pourquoi on n'a pas pu les radier? Parce que les preuves envoyées
n'était pas suffisant pour radier ces personnes sur la liste électorale. Les preuves là n'étaient pas suffisantes pour les radier sur la liste électorale. C'est pour cela que je dis qu'il peut y avoir des irrégularités sur cette liste, mais je n'ai pas la connaissance de cause. Cette liste-là, actuelle, ces irrégularités qui sont sur cette liste ne peuvent pas entacher, et je le dis, j'assume ce que j'ai dit, ne peuvent pas entacher la sincérité d'un scrutin. Pourquoi selon vous? Mais parce que je vous dis que la liste électorale, la base de cette liste électorale, c'est la liste électorale de 2000. Oui, à supposer que ce soit vrai. La base de cette liste électorale, c'est la liste électorale de 2000. Quand on a signé l'accord de Ouaga en 2007, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Tous les Ivoiriens sont là. On a pris comme référence la liste électorale de 2000. Et c'est cette liste-là que nous avons reproduite et on a demandé aux citoyens d'aller s'enrôler. Donc, tout citoyen qui était déjà inscrit sur la liste, quand on retrouve son nom sur la liste, il est automatiquement inscrit. Et on a donné la carte d'identité ivoirienne à tous ceux qui ont été retenus sur la liste électorale. Alors, vous voyez. Monsieur Diabaté, Oui. en tant que partenaire du RHDP, vous participez donc aux élections, Oui. qui est une compétition. Oui. On suppose que, en tant qu'équipe politique, vous vous souciez des conditions de l'élection. Oui. Alors, quand vous avez un adversaire politique, le PPACI et le PDCI, même deux adversaires, qui se préoccupent des conditions de l'organisation de la compétition, cela devrait plutôt vous réjouir. Quand le PPACI parle d'environ 2 millions de dossiers irréguliers, est-ce que cela vous interpelle ou vous dites que c'est juste peut-être de l'esbrouf pour perdre du temps et éviter d'aborder les sujets essentiels? Moi, je suis un peu surpris par votre position. Partenaire de gouvernement, mais en même temps, quand même, vous devez participer à des élections, vous devez être préoccupé par les conditions de l'élection. C'est pour ça que je vous dis que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'irrégularité sur la liste. Ça n'existe pas. Partout dans le monde entier, aucune liste n'est propre à 100%. Ce n'est pas possible. Bon, ça, c'est un peu facile aussi. On Non, parle de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, parler de 2 millions d'irrégularités sur cette liste-là, moi, je trouve que c'est exagéré. Moi, je trouve que ça, c'est pas juste. Ils ont fait un travail de non, nettoyage. j'ai dit, madame, ils ont vérifié, ils ont fait un travail. J'ai dit, nous sommes en Côte d'Ivoire. La liste électorale que nous avons actuellement, en 2010, il y avait plus de 5 millions d'inscrits sur cette liste électorale. Il y a plus de 5 500 000 inscrits sur la liste électorale. Aujourd'hui, en 2023, nous avons combien de personnes sur la liste électorale? 8 millions. 8 millions. Mais est-ce que votre parti même a fait ce travail d'analyse? Fait ce travail également. Environ 2 millions et demi qui sont ajoutés, environ. En 13 ans, pour une population de 30 millions. De 30 millions, mais comme vous dites, 30 millions d'habitants, mais pas 30 millions d'Ivoiriens. Voilà. Nous avons au moins 27% d'étrangers. Pour une population jeune. À 75%. À 75%. À Bobo, on a des jeunes à 72% environ. Et vous n'arrivez pas à inscrire plus de 3 millions de personnes en 13 ans. Et puis vous parlez d'une liste qui est truffée d'irrégularité. Moi, en fait, ça me... C'est difficile. Ce sont des irrégularités qui prennent depuis 2000. Monsieur Diabaté, je finis avec ça. Oui. D'accord. À supposer même que ces irrégularités, comme vous le dites, n'entachent pas la crédibilité des élections. Oui. Mais puisque c'est un problème pour les autres et qu'on veut aller dans le sens de la paix, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez une solution pour qu'on puisse expurger définitivement de cette liste-là, éventuellement ceux qui ne doivent pas y être, pour qu'on ait au moins le minimum de consensus? Est-ce que vous avez une proposition concrète? Oui, la solution pour moi est simple. C'est la responsabilité des partis politiques d'aller, quand le contentieux arrive, que chacun de nous aille au contentieux, sensibiliser ses militants pour qu'on aille vérifier la liste électorale et faire ressortir ce que nous constatons qui ne doivent pas être sur la liste et les présenter à la commission électorale. Or, malheureusement, ce que nous constatons, quand le contentieux commence là, on ne voit personne. On ne voit personne et chacun de nous assis dans son bureau en train de dire qu'il y a des irrégularités. Oh, la loi ne dit pas ça. La loi dit, va sur le terrain, la liste affichée, relève le nom et viens nous proposer, viens nous les montrer. Ouais, mais c'est encore dans la C'est la loi. Mais on n'est pas encore au thème du contentieux. Ce travail-là n'est pas fait. Mais on n'est pas encore au thème du contentieux, donc il y a encore le temps, en fait. Écoutez, on n'est pas au thème du contentieux. 10 jours. Quand on dit 10 jours, ce n'est pas 2 lieux.
Ce n'est pas 2 lieux de vérification qui ont été créés. C'est tous les lieux de vote de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais en 10 jours, il y a eu combien de milliers de personnes qu'on a dénoncées? Ceux qui disent qu'il y a 2 millions de personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale, eux, ils ont pu ressentir combien? C'est ça qui est moi mon problème. Parce que ça ne doit pas être théorique. Ils ont encore 5 jours, ils vont vous Non, présenter mais ça ne doit pas être théorique. Parce que moi, je ne veux pas qu'on reste on rentre dans des discours, dans la grande théorie, dire oui, il y a ça, mais les faits sont là. Regardez, messieurs, quand on nous demande que l'inscription sur la liste électorale commence, on appelle tous les partis politiques. Bien sûr. Sensibiliser vos militants. Mais si tu n'as pas sensibilisé tes militants, que les autres sensibilisent les militants. S'ils vont s'inscrire, il ne faut pas parler de fraude. Moi, Diabaté Bek qui parle. Moi, je suis vice-président du FPI. Je m'occupe d'Abobo, d'Anyama. Mais en 2020, je m'occupais du Tchologo, du Poro, d'Abobo, d'Anyama. J'ai vu ici, à Abobo, paix à son homme, le premier en bac, mettre 30 millions à la disposition de la jeunesse, des jeunes. Allez-y, je vous encourage, allez-y vous faire inscrire sur la liste électorale. À Korogo, le premier ministre, paix à son âme, qu'on appelle AGC, il a mis les moyens à la disposition. Moi, je ne suis pas un homme de bureau. Je suis allé, non, je vous le dis, je suis allé à Silimatali, à Kong, à Mbengue, dans les bureaux de vote, tu regardes, dans les lieux de vote, tu vois les jeunes qui viennent. Il n'y a pas de Maliens parmi eux, il n'y a pas Burkinabé, ce sont les jeunes Sénégalais qui viennent s'inscrire. Mais Kourouga est sorti premier. À plus de 70 000 inscrits sur la liste. On a bien compris. Mais c'est une affaire de terrain, ce n'est pas une affaire de bureau. Il faut que les partis politiques s'impliquent, c'est ça? Il faut qu'ils s'impliquent. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. C'est fini déjà? C'est déjà fini. On aura l'occasion de... Attends, j'avais une petite question à lui demander. Non, c'est pas que l'inspiration vient. C'est maintenant l'inspiration. Oui. On va pousser ça bientôt. Ça va le restaurant? Quel restaurant? Mais vous voyez, Bientôt la fusion? vous voyez, non, je vais parler du restaurant. C'est une bonne chose. Vous voyez que moi, je suis un peu peiné. Non, je suis peiné. Vas-y. Qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut plus avoir une opinion. Bien sûr. Quand tu as une opinion, quand on a une opinion, non, il mange. Mais on ne peut même plus apporter la contradiction. C'est vrai. C'est gênant. Très bien. C'est noté. Voilà. Merci beaucoup, M. Diabaté. Je rappelle que vous êtes vice-président du Front populaire ivoirien. Vous avez été ce soir sur notre plateau. On a évoqué avec vous la question de ce qui n'est pas un retrait, mais qui est une fusion. Par rapport à les un partenariat. Un partenariat, c'est La fusion n'est pas encore arrivée. liste commune, voilà. Exactement. C'est normal d'ailleurs, c'est bien. Très bien. Ok. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain, téléspectateurs, sur ce même plateau pour d'autres débats, d'autres échanges, d'autres sujets. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.